ce moment du basculement dans l'état de veille nous plonge dans un état de transition entre le sommeil et la veille que Benjamin appelait le lieu de l'image dialectique. Les choses qui n'étaient pas encore ordonnées, structurées, se mettent à l'être. Mais il reste quelque chose de cet état antérieur du sommeil qui vient agir, en quelque sorte, de manière conflictuelle, contradictoire, dans l'état de veille. Et donc, je m'étais dit, comme le fait Claude de Simon dans beaucoup de ses romans, je vais me laisser porter aujourd'hui par ce qui remonte comme ça, ce qui se réagence dans les relations entre les souvenirs, de manière à fonder une écriture, un travail de recherche, non pas sur une structuration, comment dire, très cadrée, mais plutôt sur un rapport à l'histoire fait de flash, de réminiscence. Et je m'étais dit, pour Edmond aujourd'hui, j'évoquerai ce que nous avons vécu, ce que nous avons fait ensemble, sur ce modèle un peu de cette historiographie faite d'images chocs qui s'entrelacent les unes aux autres. Et puis finalement, je me suis quand même dit que j'allais me fonder sur quelques textes plutôt que d'improviser complètement. Et donc, avant d'évoquer L'Art numérique, qui est un livre que nous avons coécrit dans les années 2000, au fond, 2003 était la première publication, c'est un livre qui a eu, c'est vrai, un certain succès, puisqu'il a été réédité 3 fois quand même. D'abord dans une collection de chez Flammarion, disons pas poche, puis ensuite il a été réédité dans la collection Champ à 2 reprises. Et il y a quelques années, Flammarion nous a demandé de revoir la première version pour la réactualiser, etc. Bon, donc ça, c'était, comment dire, c'est un livre qui, je peux dire comment ce livre est né. C'est parce que c'est un peu l'histoire de la sérendipité. Vous savez tout ce que c'est que la sérendipité, j'imagine, autour de les étudiants, là, vous savez ça? Oui, tous? Bon. Oui ou non? Oui? La sérendipité, vous savez ce que c'est? Bon, qui peut expliquer ce que c'est que la sérendipité autour de cette table parmi les étudiants? Les tartes tatin, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous savez ce que c'est qu'une tarte tatin? Qu'est-ce que c'est qu'une tarte tatin? Voilà, par hasard, on est dans un colloque, on s'emmerde, et puis d'un coup, on se retrouve en train de boire un whisky ou voilà, à côté de l'endroit où a lieu le colloque pendant la pause. Et là, d'un coup, il y a une idée qui fuse, et c'est là que se produit la vérité, la véritable profondeur de la connaissance, en tant qu'elle émerge comme ça dans le hasard. Et la tarte tatin, les 2 sœurs tatin allaient servir une tarte, puis au dernier moment, elles la renversent. Vis-à-vis de leurs invités, c'était extrêmement problématique. Et donc, elle décide, juste comme ça, dans une sorte d'éclair de génie, et si on la servait renversée? Et donc, elle serve la tarte à l'envers, et ça deviendra la tarte tatin, c'est un pur délice. Voilà. La sérendipité, c'est ça. Et donc, nous, avec Edmond, comment s'est passé la naissance de ce livre? On était dans un train qui nous conduisait dans un endroit qui était un centre de création vidéo internationale, ça s'appelait le CICV, à Montbéliard. Et on était dans le train, on allait arriver à Montbéliard, et puis on se dit finalement, c'est dommage quand même qu'on fasse pas un petit bouquin ensemble, qu'on fasse pas un truc, quoi. On a tellement accumulé d'expérience, parce que je vous racontais sur tout le background, en quelque sorte, le making of, comme on dit, de ce bouquin. Je dis, oui, chiche, on va faire un bouquin ensemble, mais à ce moment-là, comme les arts numériques, ça marche pas tant que ça, on devrait essayer de faire un livre un peu pédagogique, un peu simple, qui ne demanderait pas de très gros efforts. Et c'est ce qu'on a fait. Par le plus grand des hasards, un de nos amis communs, enfin, un historien et critique d'art qui s'appelle Paul Ardenne, qui travaillait beaucoup avec Art Press, la revue Art Press, avec laquelle je travaille moi-même, nous dit, mais si tu veux, je vous mets en relation avec mon Couchot, avec Sylvie Fenzac, qui est responsable des essais chez Flammarion, et avec Sylvie Fenzac, tout de suite, le projet a approché. On a pondu un plan que je vous montrerai tout à l'heure, que j'ai retrouvé le fax dans mes archives, quoi, les premiers du plan. Voilà. Donc, en cherchant, je me suis dit, bon sang, j'ai un dossier art numérique quand même, je n'ai pas que ça sur ordinateur. J'ai retrouvé, voilà, on échangeait des fax avec Edmond et Sylvie, et finalement, c'est comme ça que les choses se sont passées très simplement. Voilà. Donc, c'est pour dire que ça s'est décidé vraiment très simplement. Mais il y avait quand même, pour que cette simplicité advienne, il fallait qu'il y ait toute une série de couches de complexité, de lignes de force ou de fuite, comme diraient les héritiers de Deleuze,
qui se rencontrent. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement de vous dire, ça Rémi le fait très bien, la cartographie du concept d'Edmond Couchot, c'est vous dire comment ces concepts originaires dans sa pensée et mes propres concepts, ma propre vie, ma propre expérience, sans qu'on ne le sache. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a fait ce livre, on s'est découvert des sortes d'affinités électives, des points communs qu'on ne soupçonnait pas. Et encore hier, d'ailleurs, je dois le dire, en discutant avec Marie-Hélène, Cédric et Rémi à table, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui, par exemple, le fait que Edmond ait quitté l'Algérie de manière un peu, on ne peut pas dire violente, mais enfin disons audacieuse, s'arrachant à son milieu familial parce qu'il en avait ras-le-bol, si j'ai bien compris, quoi, hein, et voilà, ben, c'est une manière de, je le réfère d'abord à d'autres artistes, d'autres collègues comme Louis Beck ou Fred Forest, qui eux-mêmes sont des gens qui ont vécu en Algérie, donc qui ont vécu dans un rapport particulier à la métropole, pour le dire très rapidement, pas remonter plus loin sur ces questions. Mais moi-même, je venais de passer quand même une dizaine d'années au Maghreb, où j'étais professeur à Casablanca, et je pense qu'il y a tout ce rapport, il y a comme ça des choses souterraines, des points de convergence, des complicités souterraines qui agissent entre les êtres humains, mais qui sont étayées sur des expériences dont on n'est pas conscient au moment où on se rencontre, on travaille ensemble, etc. Et c'est tout un passé qui s'éclaire. Et ça me renvoie d'ailleurs à une phrase de Benjamin que je citais à l'instant, que j'aime beaucoup. Benjamin dit que la tâche aussi du philosophe, c'est de dépoussiérer le passé des conformismes qui tendent à le recouvrir comme une sorte de chape de plomb ou d'un sarcophage pour faire émerger cette espèce de lumière et d'intelligence du passé au-delà de ce que les contenus de la culture dans laquelle on vit a tendance à faire, c'est-à-dire à les réifier, ses contenus, etc. Je me rends compte qu'avec Edmond, avec le temps, ce qui s'est produit, ce sont comme ça des choses dont on n'était pas conscient finalement quand on a fait pas mal de choses ensemble, mais qui s'éclairent rétrospectivement à la lumière d'un certain nombre de points. Alors, je voudrais juste vous dire, avant de parler de ce petit livre l'art numérique, qui est juste un truc très facile, qu'on a fait vraiment comme une lettre à la poste. On a écrit ça, mais vraiment, enfin, tu te souviens, Marie-Hélène aussi, on échangeait comme ça par téléphone, on aurait pu écrire par téléphone en temps réel, quoi. Ouais. Mais presque, on presque écrivait comme ça, quoi. Donc, un livre quand même pour Flammarion, quoi. Vous voyez, donc, c'est pour dire qu'on avait une totale liberté. D'où venait cette liberté? D'où venait cette sorte presque d'intelligence? Vous savez, il y a des moments dans la vie où la maîtrise, pas la maîtrise, mais la passion de son sujet est telle qu'on n'a presque plus besoin de faire les choses. Je vous cite un exemple. Il y a un architecte que je considère comme un génie, qui est celui qui a construit le Mucem de Marseille, et qui s'appelle Rudy Ricciotti, qui est un de mes très bons amis du moment. Et que fait Ricciotti dans son cabinet d'architecture? Il vient d'être nommé, il vient d'être élu, ou plutôt nommé, par le Équerre d'Or cette année pour le bâtiment qui va être inauguré à la rentrée au Aubervilliers, qui est le siège de Chanel. Alors, il s'est mis avec son fils à retravailler le béton à l'âge des problèmes du carbone, mais de manière à faire du filetage, de la dentelle, de la broderie avec le béton, en mettant en point les dispositifs. Pour le situer, c'est l'auteur du Mucem de Marseille. Vous savez, le musée de la Méditerranée et des cultures méditerranéennes, qui est un pur chef-d'œuvre. Eh bien, si vous regardez sur la 5 le film qui vient de lui être consacré, vous verrez une chose qu'il explique à un moment donné, explique un de ses collaborateurs. Ricciotti vient en bateau, le matin il part de Cassis où il habite, en bateau, il conduit son bateau jusqu'à Bandol où il a son agence. Bon, c'est très agréable d'aller travailler comme ça, tout seul en pilotant son bateau. Et ses collaborateurs expliquent que maintenant il ne dessine plus, il ne parle même plus, il fait juste quelques gestes et les mecs interprètent avec Katia le logiciel ou écrivent comme une partition ces simples gestes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est dans une telle aisance dans la construction de sa pensée, de son travail, que quand on a un être à qui l'on s'adresse pour partager des idées, etc., eh bien,
comment dire, tout y est. On a pu dire que le style, c'est l'homme, et Lacan a ajouté à la fameuse phrase, le style, c'est l'homme à qui l'on s'adresse. Je trouve qu'il y a une certaine manière de s'adresser aux autres, réciproquement, qui fait que les choses se passent en général très bien. C'est ce qui se passait avec Edmond. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Je voudrais répondre à cette question. Là, il se trouve que moi, quand je suis rentré du Maroc, par différentes arcades, j'ai été contacté par la revue Art Press, dans laquelle j'avais écrit déjà quelques articles, pour préparer un dossier sur le Maroc et les artistes du Maroc. Et en fait, au Maroc, en effet, il y a beaucoup d'artistes contemporains. Il y avait Cassini, Belkaya, etc. Donc, beaucoup d'artistes, c'est très intéressant. Et je m'intéressais beaucoup à ce qu'on pourrait appeler l'abstraction géométrique. Je m'intéressais beaucoup à ces relations assez formidables entre les arts majeurs et les arts décoratifs, dont un peintre comme Matisse peut être le modèle, le parangon absolu. Donc, je m'intéressais beaucoup à ces entrelacements entre le textile, le tapis, les fenêtres, les décors. Et par parenthèse, dans un numéro hors série d'Art Press qu'on m'a demandé de faire après, j'ai voulu que le livre s'ouvre, que ce numéro s'ouvre par une mise en perspective du tapis et de l'ordinateur, de la toile. C'était sur Internet, sur les réseaux, ce numéro-là. Et donc, j'ai voulu, on l'appelait Internet All Over, en référence à un film dont Edmond était friand, qui était l'abstraction lyrique de Jackson Pollock. Et moi aussi, d'ailleurs, je me suis rendu compte, en parlant hier avec toi, comme quoi on parle de choses anciennes, mais en même temps, elles sont très présentes. Au fond, avec Edmond, on a découvert, avec la même passion, je pense, et au même âge, une certaine passion pour les grands abstraits américains, et en particulier Jackson Pollock, et son idée du dripping, du all-over, etc., etc. Cette idée d'une couverture totale. Et dans ce numéro hors série sur, qui était consacré donc, au réseau, à la naissance des réseaux, moi, j'avais mon bureau à l'époque au Centre Pompidou, et donc j'ai été un des premiers à connecter des artistes qui voulaient se connecter à Internet. On avait des connexions Internet, ça remonte à un moment. Alors pourquoi donc elle me contacte, Catherine Millet, pour qu'on fasse un dossier sur les artistes marocains, et finalement, je renonce à cette idée en se disant, on renonce ensemble à cette idée, parce qu'on se dit, pourquoi pas dériver incidemment c'est drôle, de l'abstraction géométrique, hein, des arts décoratifs vers les arts émergents que sont les arts numériques. Et donc, l'idée émerge d'un numéro hors série. D'abord, ça va être un dossier. Et en discutant avec un artiste vidéaste qui s'appelle Michel Jaconou, c'est devenu un véritable projet beaucoup plus gros. Et donc, dans ce numéro, c'était le premier numéro d'une revue d'art consacrée aux arts numériques, qu'on a appelé, je la respecte quelques exemplaires, donc ça s'appelle Nouvelle technologie, un art sans modèle. Alors qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est un truc absolument qui a eu un succès considérable, il a été épuisé en 2 mois, ce numéro. Et pourquoi? Ben parce que nous avons voulu, c'était un peu pendant la guerre du Golfe, et on a rassemblé des artistes dont certains vous sont peut-être inconnus, mais qui à l'époque étaient très connus, comme Kurt Kowalski, Roy Ascott, Otopin, qui était par ailleurs un des responsables au MIT d'un département artistique, Yann Kersalé, qui est un très grand designer de lumière, qui travaille avec beaucoup d'architectes, en particulier Jean Nouvel, Bill Viola, qui est le plus grand vidéaste, etc. J'avais obtenu un texte de Umberto Eco, quand même, sur Freud et l'ordinateur. Moi-même, moi, ancien élève de Roland Barthes à l'école des études, je m'intéressais beaucoup aux questions de littérature, de narration, etc., et d'hypertextualité avant l'heure. Et donc, j'avais fait un peu sur le contrôle computer. Jean Nouvel, à travers Chantal Béret, Hervé Fischer, qui était un grand personnage qui avait créé au Canada tout un festival autour des arts numériques. Voilà. Alors ensuite, il y avait des philosophes émergents dont certains vous sont connus, j'espère, comme Bernard Stiegler. Et Bernard Stiegler m'avait donné un texte remarquable qui s'appelle L'art des machines ou la pénurie de l'être. Donc, il était en relation cette question de la prothèse, au fond, du déficit de la pensée de l'être, parce que toute la pensée de la technique est malheureusement, j'ai envie de dire, arraisonnée. Ce n'est pas un grand penseur, qui est un penseur de l'arraisonnement de la nature par l'homme, qui est Martin Heidegger, mais ça tournait un peu en rond autour de cette question de l'être. Et donc, je trouve rétrospectivement le titre de Stiegler extrêmement intelligent,
l'art des machines ou la pénurie de l'être, c'est-à-dire cette mise en balance d'un affadissement, d'un appauvrissement de la philosophie, presque d'un effondrement sur elle-même, la philosophie. Ça ne sert pas d'après, finalement. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Et d'une certaine manière, je pense qu'aujourd'hui, la critique de Heidegger et de sa pensée de la technique est de plus en plus développée. Et pour les grands amateurs, je me permets de vous renvoyer à un livre de celui qui a le mieux lu Heidegger et à mon avis l'a le plus critiqué en profondeur. C'est un de mes amis actuels, qui s'appelle Pierre Quay. C'est un directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'architecture. Et dans son livre Critique de la destruction créatrice, c'est un spécialiste d'une école qui est l'école des néoplatoniciens, qui oppose d'une certaine manière la pensée de l'être, la pensée de l'un. Et dans Critique de la destruction créatrice, vous trouverez une lecture, mais vraiment au vitriol de la pensée heideggerienne, que je vous conseille vraiment de lire, parce qu'elle éclaire le présent d'une manière tout à fait originale. D'ailleurs, son livre pose les questions, vous parliez du développement durable, de l'écologie de la prise de l'intervention, il pose dans son dernier livre, Durée, la question du développement durable, vue sous l'angle non pas du développement, parce que tout développement implique l'idée de durée, mais sous l'angle de la durée et de la construction du temps. Voilà. Et cette question de la construction du temps est, à mon avis, un enjeu essentiel de la pensée, de la technique, de l'art, de la société aujourd'hui. Bon, je referme la parenthèse. Enfin, c'est pour vous dire qu'on avait quand même… Oui, bien sûr, en plus. Voilà, comme quoi, tu as raison. Je parle des noms de manière incidente et indirecte, mais finalement, tout à fait. Alors, dans ce numéro, on avait aussi un penseur dont je vous conseille la lecture pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est Paul Virilio, mais j'avais voulu faire jouer les extrêmes. Par exemple, on avait demandé à Marvin Minsky, qui est un des pères de l'intelligence artificielle au MIT, de nous donner un texte. Alors, c'est un texte évidemment très provocateur sur le rail qui disparaît, etc., sur le fauteuil. Et je l'avais mis en regard d'un texte de Paul Virilio qui s'appelle Du corps profane au corps profané. Voilà. Et donc, il y avait énormément, j'avais interviewé le cosmonaute Jean-Loup Chrétien sur ce que c'est que voir la Terre depuis, penser la Terre, enfin regarder la Terre depuis l'espace. Et vraiment, je vous invite à lire parce que certains des textes ont été réédités. J'ai fait une sélection des meilleurs textes dans un hors-série qu'on a fait qui s'appelle Anthologie des arts numériques, toujours chez ArtPress. Voilà. Bon, enfin voilà. Et il y avait dans ce texte, dans cet ensemble, un texte d'Edmond Couchot, qui est un texte fondateur à la fois de notre rencontre, fondateur aussi, à mon avis, au regard de sa pensée et même de ce qui nous occupe aujourd'hui, qui est la nature de l'art, etc. Parce qu'au fond, c'est aussi, on pourrait dire que son engouement pour les sciences cognitives, il vient aussi, et les théories de l'émergence transposées dans le domaine qui est celui d'Edmond, quand même le domaine de l'image, etc., c'est quand même cette idée de l'image, de la simulation numérique et de l'image auteur d'elle-même, en quelque sorte, de cette image d'essai qu'on la regarde, etc., de cette image qui n'a pas de référent, qui ne procède pas, comme aurait dit Barthes, d'un effet de réel, mais qui se trouve auto-généré en quelque sorte, que se trouve peut-être le creuset de son engouement ensuite pour les sciences cognitives et tout ça. En tout cas, il y a une relation très forte, je pense, à établir. C'était l'époque où les questions de l'énaction, on lisait beaucoup un penseur qui était un grand penseur, qui aurait été un grand penseur, qui a été un grand penseur, mais qui essayait de faire une sorte d'alliage plus ou moins contre nature entre la phénoménologie de Merleau-Ponty, de Husserl, etc., qui est Francisco Varela, donc, qui a travaillé sur la question de l'énaction, c'est-à-dire sur l'idée que les processus ne sont pas pilotés de l'extérieur par un programme, mais que le système construit lui-même les opérations du système. Donc, une espèce d'autopoïétique comme ça, dans cette théorie cognitiviste, qui était plutôt, qui engendra plutôt d'autres courants, mais là, je laisserai Martine en parler. Mais en tous les cas, c'est pour dire que pour moi, ce texte avait été un texte décisif, et je me suis dit que j'aimerais vous en lire juste quelques, peut-être extraits, mais surtout vous dire pourquoi il a été décisif, parce que c'est ce texte-là qui, de manière incidente, a donné la suite, nous a donné par la suite la possibilité d'écrire ce livre à l'art numérique. S'il n'y avait pas eu ce background et tous les points de convergence, j'en ai cité un, c'est par exemple
l'abstraction lyrique, l'idée du all-over. Je mets tout ça, je fais des petits packages comme ça, très rapidement, pour ne pas parler trop longtemps. Mais je vais vous dire 2 ou 3 items ou spots ou points qui sont autant de lieux qui ont été des petites étincelles entre Edmond et moi, y compris des étincelles du point de vue du désaccord, mais d'un désaccord amical. Je donne un exemple d'accord-désaccord avec Edmond. Par exemple, il écrit, je me permets de lire ce passage parce qu'il est trop beau, donc c'est le texte d'Edmond. Les techniques de simulation sont de plus en plus utilisées dans la recherche scientifique, où il s'avère très commode de substituer partiellement à l'expérience réelle, trop coûteuse ou parfois irréalisable, en astrophysique par exemple, une expérience virtuelle beaucoup plus maîtrisable et indéfiniment réitérable. Trop coûteuse en astrophysique, l'utilisation des techniques de simulation, mais pas seulement. Ça me permet de faire une incise par rapport à ce que je disais par rapport à cette complicité. L'IRCAM aussi a été une institution de recherche musicale qui a très tôt utilisé le virtuel pour des raisons de coût. Par exemple, je me souviens que Barrière, un des responsables de l'IRCAM, me disait comment faire, quel son produirait un gond qui ferait 30 mètres de diamètre. Ça, c'est pas possible de construire dans la réalité, ça coûte trop cher. Eh bien, avec le virtuel, ça devenait possible. Et ça me permet déjà de préciser un autre point de convergence totale avec Edmond, c'est l'incroyable avance qu'aura eu la musique comme langage par rapport aux arts plastiques dans le domaine de l'appropriation de l'ordinateur. Ça, c'est un point que nous partagions avec Edmond, c'est que la musique est à la fois un art de l'événement, plus de la représentation, du temps, de l'événement au sens du temps qui se produit, mais c'est aussi un langage. Et donc, cette question-là d'une sorte de préséance ou d'antécédence de la musique dans la relation et dans l'appropriation de l'ordinateur était un point dont nous parlions souvent avec Edmond et dont d'ailleurs nous avons reparlé aussi dans l'art numérique à quelques moments. Et donc, je continue dans ma lecture. En plus de la sorte, vérifier, à 5 minutes, alors je n'ai pas trop le temps, je voudrais simplement vous lire ce passage-là, qui était un point d'accord-désaccord. Une certaine forme d'art, en gestation depuis les années 60, s'est intéressée à ces nouvelles possibilités de l'image. Les romans interactifs, descendants numériques de la littérature potentielle, vous savez sans doute qu'il existait un mouvement littéraire qui s'appelait l'Oulipo, qui procède de ce qu'on appelle la littérature à contraintes, c'est-à-dire qu'on se donne un certain nombre de contraintes, par exemple, employer le même mot que le mot qu'on va rencontrer, comme l'a fait Raymond Roussel, ou Perec, ou Queneau, ou d'autres, tous les 10 mots dans le dictionnaire, par exemple, etc. Et les romans interactifs, descendants numériques de la littérature potentielle, n'ont plus de forme fixe et définitive. Chaque lecteur fait sa propre et unique lecture, indéfiniment réitérée, jamais semblable. Ça, c'était un point de désaccord fondamental avec Edmond. Pourquoi? Je vous le dirai d'une phrase que j'emprunte au sociologue Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu écrit ceci, c'est une des seules paroles que je trouve vraiment intelligentes qu'il ait écrites. Voilà. Un livre change parce qu'il ne change pas quand tout change autour de lui. Alors, vous pourriez noter cette phrase, c'est un petit bijou. Un livre change parce qu'il ne change pas. Pour qu'il change, il faut qu'il y ait cette pérennité, d'une certaine manière, de l'écrit, pour qu'il change par les œuvres ouvertes par la suite, par le processus de réagencement, de réinterprétation et de réécriture par les airs du Ménard à propos de Bourdès. Eh bien, voilà, ne change pas, quand tout change autour de lui. Ça, c'est un accord formidable, très amical, à la fois avec les mondes, mais surtout, moins amical avec Jean-Pierre Ball. Qui j'avais moins d'atomes prochains. Je laisse te tester. Mais bon, par ailleurs, j'ai beaucoup de choses pour lui, mais c'est moins mon thèse de thèse. Un autre point donc, comme je n'ai pas trop de temps, que je partage avec Edmond, était lié à l'idée que quelque chose change avec les numériques de synthèse. C'est que les langages de la science fait irruption dans le monde de l'art
non pas non au pas au titre d'une métaphore, simplement. On n'est pas dans le On n'est registre pas dans le registre métaphorique, des parallélismes qu'on a pu faire entre j'en sais rien, Kepler, par exemple, et puis les tapis volants chez Voltaire, etc. On n'est On pas n'est dans pas dans un registre d'assimilation métaphorique, ou même dans dans un certain air de famille, que par exemple Umberto Eco, que je le recite, avait pu pu établir entre par exemple les géométries non euclidiennes d'un côté et la structuration du peuple Mallarmé d'un côté, on est dans quelque chose qui n'est plus de l'ordre de cette ère de famille, cette résonance systémique ou paradigmatique entre des modes de produire du sens. On est dans quelque chose de l'ordre d'une présence même de la science à travers des modèles, des langages de programmation, d'ailleurs en matière de science, à la physique, à la biologie, etc., aux sciences du vivant, à même les. Donc en fait, ce qui était aussi un aspect très intéressant. On termine de réfléchir pas le temps pour dire que ce livre est né aussi d'un, je parlais de sérendipité tout à l'heure, d'un rapport au hasard. Je viens de parler de Mallarmé, ça tombe bien, je termine là-dessus. La phrase, la formule finale qui est dispatchée sur tout le poème de Mallarmé, c'est jamais un procédé n'abolira le hasard. Et je pense que Edmond avait en ligne de mire aussi cette question du hasard de manière extrêmement profonde. D'abord parce que l'esthétique de la modernité aura su faire à l'accident, en musique, en peinture, etc., une place à l'accident, ce qui advient à l'aléatoire, ce qui advient de manière imprévue dans un processus créatif. Et au-delà, je pense que la question de cette libération que représentait le numérique par rapport au fatal, ce qui nous destinait, cette relation. Alors, est-ce le hasard, je laisse la discussion, mais c'est extrêmement complexe. Je pense que ce qui nous réunissait aussi, nous a réunis en amont même de l'art numérique, ce sont ces questions-là, ces questions dont j'ai évoqué quelques traits, mais c'est pour dire que d'une certaine manière, finalement, écrire un livre à deux mains ou deux voix comme ça, c'est simplement lire, finalement, c'est d'abord lire ce que l'un et l'autre ont parfois dans une sorte de background, pas de bagage culturel, mais au contraire, c'est se libérer de cette culture, parce que notre culture, parfois, elle nous donne un peu une espèce d'enveloppe, elle nous enferme en nous-mêmes. Finalement, il faut apprendre à se cultiver pour apprendre à rencontrer la vie réelle, les autres, la pensée. Et finalement, ce que j'ai aimé dans l'expérience avec Edmond, c'est que j'ai appris à désapprendre, on parlait de Picasso tout à l'heure, et ce désapprentissage de la nature, on n'a pas besoin de parler de Picasso, c'est pas le sujet, mais simplement à se libérer d'une culture propre pour entrer dans l'espace de création commune. C'est ça l'enjeu, c'était un plaisir de dire ce. Tiens, la disposition pour voilà, merci. Voilà, merci. Merci beaucoup.